Alors, bonjour officiellement tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur le télescope spatial James Webb. Bienvenue à tous ceux qui sont en ligne avec nous. C'est toujours agréable de reconnaître quelques noms parmi vous, là, ceux qui sont des habitués de notre programme. Et bienvenue aussi si vous écoutez en différé l'enregistrement de notre webinaire. Alors, moi, c'est Julie, je suis la directrice du programme à la découverte de l'univers. Et si vous ne nous connaissez pas encore, dans le fond, notre programme, en gros, notre but, c'est de vous aider, les enseignants, les éducateurs, à partager l'astronomie avec vos groupes de jeunes. Dans le fond, alors, on a des webinaires sur différents sujets, on a des ressources sur notre site web et on en crée d'autres en arrière-plan présentement aussi. Alors, vous pouvez retourner à notre site web et vous inscrire. En fait, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre si ce n'est pas déjà fait pour recevoir nos prochaines invitations, nos prochaines formations et activités, nos ressources. Alors, rapidement, pour le déroulement du webinaire, évidemment, si vous êtes en ligne avec nous, vous pouvez vous présenter dans la discussion et c'est là aussi que vous pouvez poser des questions pour notre invité. Et ça me fait plaisir de vous présenter notre invitée aujourd'hui, Nathalie Ouellette. Nathalie est une habituée dans la découverte de l'univers. Quand même, on collabore sur plusieurs sujets et tu étais une de nos présentatrices les plus assidues durant Astro à la maison au début de la pandémie. Alors, allô, Nathalie. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Alors, Nathalie, c'est la scientifique chargée des communications pour le télescope James Webb au Canada. Quand même un poste super intéressant parce que tu collabores là, vraiment avec des gens partout dans le monde. C'est une belle collaboration, James Webb, et le Canada a un rôle vraiment particulier à jouer aussi depuis le début. Donc, ça va être le fun que tu nous en parles. Et en fait, Nathalie, c'est ça, c'est une scientifique, une communicatrice scientifique avec qui je collabore régulièrement. Alors, c'est vraiment le fun pour moi d'avoir accès à... Quand j'ai des petites questions spécifiques sur James Webb, là, je sais qui contacter. Ça me fait plaisir de vous la présenter. Le inside scoop. Oui, c'est ça, exactement. Les petits détails, c'est des petites précisions. C'est facile pour moi de la contacter. Alors, merci Nathalie d'être avec nous et de nous présenter ce télescope-là, puis un peu à quoi s'attendre, parce que les attentes sont grandes, puis ça va permettre justement aux enseignants d'en savoir un peu plus quand on comprend les nouvelles. C'est sûr, ça va revenir aux nouvelles, James Webb, et quand ça va revenir, de comprendre un peu plus c'est quoi. Alors, je te laisse la parole. Oui, absolument. Bon, merci beaucoup à tout le monde d'être ici. Je vais partager mon écran. On peut confirmer qu'on voit bien mon écran? Oui, tout est beau. Parfait. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Comme Julie l'a mentionné, j'aime beaucoup collaborer à la découverte de l'univers et travailler avec des enseignants, c'est quelque chose que je trouve super important parce que vous êtes vraiment des ambassadeurs pour la science, pour l'astronomie. Et on sait que l'astronomie, des fois, ça peut sembler un peu abstrait ou difficile. Julie à mettre des bonnes ressources entre vos mains, donc ça fait plaisir toujours de collaborer. Donc, tel que mentionné, je suis la scientifique chargée des communications pour le télescope Webb au Canada. Je suis aussi la coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous parler du télescope Webb. Donc, à travers la présentation, je vais faire quelques liens sur le programme éducatif au Québec que vous pouvez faire vous-même si jamais vous voulez aborder le sujet de télescope ou du télescope Webb en particulier dans vos cours. Mais sinon, on peut toujours parler d'astronomie quand on veut. J'encourage ça. Donc, j'aime souvent mentionner pour débuter que l'astronomie, c'est la science la plus ancienne au monde, on le dit souvent. Et c'est parce que c'est très simple à faire. À la base, vraiment, on a seulement besoin d'un ciel étoilé, un ciel nocturne, des fois même pendant le jour, on peut regarder des phénomènes intéressants, et nos yeux. Et ça fait des millénaires que les humains regardent, scrutent les étoiles, étudient leurs mouvements, leurs changements. Mais c'est sûr qu'entre-temps, on a développé beaucoup de nouveaux instruments pour nous aider dans cette quête. Et l'instrument de choix pour les astronomes, c'est les télescopes. Donc, les télescopes, en premier lieu, n'étaient pas utilisés pour de l'astronomie en tant que telle, c'était plutôt pour la navigation, l'observation sur la Terre. Donc, c'est Hans Lippershey qui a inventé le premier télescope en 1608, mais pour regarder vers l'horizon, pour regarder des navires qui s'approchaient à l'horizon. Donc, c'est pas avant l'année prochaine, en 1609, que l'astronome Galileo Galilei, et on pense peut-être quelques autres scientifiques qui auraient pris le télescope et qui l'auraient pointé vers le ciel plutôt que vers l'horizon. Et donc, ça a vraiment fait une révolution incroyable, l'utilisation de cet outil. Et entre autres, Galilée a eu la chance d'observer le changement, le mouvement de certains astres, comme la planète Jupiter, et 4 de ces lunes, qu'on appelle maintenant les lunes galiléennes. Donc ici, on voit un dessin de ces observations, et il voit que les petits astérisques, qui sont les lunes de Jupiter, changent de configuration autour de la planète nuit après nuit. Et il y a
il en a déduit que ces petits astres, ces petites lunes, orbitaient autour de Jupiter. Et ça met en question toute l'idée de ce qu'on appelle le géocentrisme, comme quoi tout tourne autour de la Terre. Et ça a fait quand même une grosse révolution à l'époque. C'était une preuve que ce n'était pas nécessairement le cas. Donc, les télescopes, c'est quelque chose que vous pouvez mentionner assez facilement au secondaire lorsque vous faites des modules sur l'optique. Donc, il y a 2 types de télescopes différents, les plus importants, le réfracteur et le réflecteur. Donc, les réfracteurs, ça utilise des lentilles. Les premiers télescopes utilisaient ça. Donc, la lumière va seulement dans une seule direction. Tandis que les réflecteurs, il y a des miroirs à l'intérieur. Donc, la lumière des étoiles peut changer de direction et ça nous permet des fois de plus focusser la lumière d'une manière différente, de changer aussi la direction de la lumière. Comme ça, on peut avoir l'oculaire où on met l'œil à un angle droit sur le télescope. On n'est pas toujours obligé d'avoir l'œil en ligne avec les étoiles. Donc, les réfracteurs, c'était les premiers télescopes, mais lorsqu'on voulait augmenter leur puissance, ça voulait dire qu'on devait augmenter le nombre de lentilles, etc., qui vraiment focalisaient la lumière en un seul point, mais en augmentant le nombre de lentilles, on devait augmenter la longueur aussi du tube. Donc, on peut voir ici des dessins, par exemple, de riches scientifiques qui embauchaient plein d'assistants qui devaient tenir des morceaux de réfracteur d'une longueur complètement absurde. Donc, on peut voir qu'avec un réflecteur, ça peut être des designs beaucoup plus compacts. Donc, c'est un des avantages et c'est pourquoi la grande majorité des télescopes modernes utilisés par des professionnels sont des réflecteurs avec des miroirs et non des réfracteurs. Donc, il y a des télescopes un peu partout dans le monde. Il y en a peut-être chez vous, des petits et des très gros aussi. Donc, ça peut aller d'une taille qui peut rentrer sur votre table à la maison de quelques centimètres de large jusqu'à plusieurs mètres de large. Donc, ici, on a un petit télescope maison. On a des exemples de télescopes professionnels aussi. Si vous habitez le Québec, vous connaissez peut-être l'Observatoire du Mont-Mégantic, ou même si vous n'habitez pas le Québec, c'est quand même un observatoire assez de grande renommée. Et c'est un miroir de 1,6 mètre de large. Donc, si vous avez la chance de visiter, je vous suggère de le faire. On peut aller un peu plus gros que ça au télescope Canada-France-Hawaï. Il y a un télescope, le CFHT, avec un miroir de 3,6 mètres de large. Et certains des plus gros télescopes ont des miroirs qui frôlent ou même qui dépassent un peu les 10 mètres de large. Donc, ici, on a le télescope au Chili, le Very Large Telescope, très original comme nom, de 8,2 mètres de large. Donc, ça, c'est vraiment la taille du miroir et c'est ça qui dicte la puissance du télescope parce que ça dicte le nombre de photons, la quantité de lumière que le télescope peut capter. Donc, c'est où qu'on met ces télescopes-là sur la Terre? Il y a plusieurs conditions qu'on doit considérer et ça, c'est certainement parce que si on investit des millions de dollars, des fois des centaines de millions de dollars dans un télescope, on veut s'assurer que les conditions sont idéales pour le télescope. Donc, la première condition, c'est être loin de la pollution lumineuse. Donc, ici, on a un exemple d'un ciel en Angleterre avant et pendant une panne d'électricité. Donc, ici, on voit un rayonnement de la ville où tous les lampadaires, les voitures, les immeubles, leurs lumières sont projetées dans le ciel et ça ne nous permet pas de voir toutes les astres, tous les objets célestes qui sont moins lumineux que cette pollution lumineuse. Lorsqu'on n'a plus cette pollution lumineuse, on voit beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'objets dans le ciel, donc loin des villes. Idéalement, on veut un air sec, sans nuages aussi, surtout quand on fait de l'astronomie avec le type de lumière que nous, on utilise, la lumière visible. Les nuages cachent cette lumière, donc on ne veut pas ce genre d'obstacle lorsqu'on fait de l'observation. Et finalement, on veut être en haute altitude. Donc, il y a un phénomène qui fait que l'atmosphère qui nous protège et qui nous permet de respirer agit un peu comme un fluide. Donc, ça cause des images embrouillées. Donc, ici, c'est une petite animation d'une image d'un télescope qui capte une image de la Lune. Et on peut voir que les photons, la lumière qui arrive de l'espace, qui traverse l'atmosphère, qui bouge un peu comme un fluide, ça l'embrouille l'image. Donc, lorsqu'on se met en haute altitude, c'est pas qu'on se rapproche des étoiles, c'est plutôt que l'atmosphère est plus mince. Donc, on a moins cet effet-là.
Un autre point que je veux mentionner ici, c'est le type de lumière qu'on peut capter avec les télescopes. Et ici, il y a un beau lien avec le spectre électromagnétique si vous en discutez pendant vos cours de physique ou de sciences physiques, par exemple, au secondaire, encore une fois. Donc, nous, on regarde la lumière visible avec l'œil humain. Et ça, c'est entre autres parce que le soleil, le pic du rayonnement du soleil est dans la lumière visible. Donc, juste par l'évolution au fil des centaines de millénaires d'années que l'humain a évolué, la plupart des animaux sur la Terre ont évolué, on a optimisé notre œil à utiliser le pic du rayonnement de la lumière du soleil. Donc, c'est pour ça qu'on voit bien dans la lumière visible. Mais il y a plein d'autres types de lumière allant de la lumière très, très énergétique, des rayons gamma, des rayons X, à travers les ultraviolets, et les lumières moins énergétiques avec des plus longues longueurs d'onde, comme la lumière infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio. L'univers rayonne dans tous ces types de lumière. Donc, on ne veut pas seulement se concentrer sur un type de lumière, la lumière visible, malgré qu'il y a des belles choses à voir aussi là-dedans. Donc, on veut aussi regarder ce type de lumière. Mais le problème avec les autres types de... je peux mentionner aussi qu'en regardant un même objet, on peut regarder des phénomènes différents dans ces types de lumière différents. Donc ici, on a une galaxie qui est captée dans plusieurs types de lumière différents. Les ondes radio, l'infrarouge, la lumière visible, l'ultraviolet, les rayons X. Et chacun de ces types de lumière nous démontre un phénomène différent dans la galaxie. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder les types de lumière différents. Mais heureusement et malheureusement, l'atmosphère devient un joueur important encore une fois. Ces types de lumière peuvent être néfastes pour l'humain. Par exemple, les rayons X ou les rayons gamma, très énergétiques, peuvent causer le cancer chez l'humain. Donc, on est chanceux, notre atmosphère bloque ce type de lumière. Malheureusement, pour les astronomes, ça veut dire qu'on ne peut pas construire tout simplement un télescope à rayons X, le mettre sur la surface de la Terre et espérer capter les rayons X de l'univers. C'est la même chose pour plusieurs types de lumière infrarouge, aussi la lumière ultraviolette, mais il y a deux fenêtres dans l'atmosphère, dans les ondes radio ici et dans la lumière visible. Encore une fois, c'est une des raisons pourquoi l'œil humain a évolué pour utiliser la lumière visible. Et c'est pourquoi on a profité des ondes radio pour baser beaucoup de notre système de télécommunication, par exemple, parce que l'atmosphère de la Terre ne bloque pas ces ondes-là. Alors, quoi faire si on est des astronomes qui veulent regarder les autres types de lumière bloquées par l'atmosphère? Il faut aller dans l'espace. Donc, les astronomes, lorsqu'on a commencé, les scientifiques, en fait, lorsqu'on a commencé à envoyer des satellites dans l'espace, on s'est dit, on pourrait certainement envoyer un télescope aussi dans l'espace au-dessus de l'atmosphère protectrice de la Terre pour capter justement ces types de lumière. Donc, ça, c'est 4 des grands observatoires spatiaux de la NASA des quelques dernières décennies. Compton, qui regardait les rayons gamma. Spitzer, qui a récemment pris sa retraite, qui regardait l'infrarouge. Chandra, qui miraculeusement continue de fonctionner parce que ça fait très longtemps qu'il fonctionne. Et Hubble aussi, très longtemps qu'il fonctionne. Donc, je vais me concentrer un peu sur Hubble pendant un moment parce que c'est vraiment le télescope spatial qui est le mieux connu. Il a été lancé en 1991, pardon, et ça fait très, très longtemps qu'il fonctionne bien et il a fait des révolutions vraiment fantastiques dans le monde de l'astronomie, mais aussi la perception du public de l'astronomie. Donc, on connaît très bien, sans même le savoir des fois, les belles images qui ont été prises par Hubble. Mais comme j'ai mentionné, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'il fonctionne. Et ça, c'est bien au-delà de la mission, la longueur de la mission qu'on pensait pour Hubble. Et si vous connaissez un peu l'histoire de Hubble, il y a eu des débuts un peu difficiles. Il y avait des aberrations, des problèmes dans son miroir qui faisaient que les premières images étaient un peu embrouillées. Donc, en 1993, on a dû envoyer une mission de réparation avec des astronautes et en utilisant le premier bras canadien pour mettre des lunettes sur Hubble. Et depuis, il y a eu plusieurs missions de réparation, de mise à jour où on a mis des nouveaux instruments et ça a permis, entre autres, à Hubble de durer aussi longtemps qu'il a duré et il continue de fonctionner et on espère qu'il continue de fonctionner. Mais ça veut dire que cette technologie commence quand même à dater. Donc, ça fait plusieurs décennies qu'on songe à son successeur, pas son remplaçant, parce qu'on espère que Hubble va continuer à fonctionner encore une fois. Et c'est le sujet de ma présentation aujourd'hui. C'est le télescope spatial James Webb. C'est le successeur qu'on veut pour Hubble.
Et c'est une mission qui est internationale, une collaboration entre la NASA aux États-Unis et l'Agence spatiale européenne. Ces deux partenaires faisaient partie de la mission pour Hubble, mais un nouveau joueur pour le télescope Webb, c'est l'Agence spatiale canadienne. Et c'est sûr que moi, je suis très excitée par ça. Julie l'est aussi, j'espère que vous l'êtes aussi. C'est une grande fierté que le Canada fasse partie de cette mission. Et donc, je vais parler un peu plus tard de la contribution canadienne et de la science canadienne qu'on va faire grâce à ce télescope. Donc, un petit mot sur c'est quoi mon rôle exactement. J'ai quand même un rôle assez long, la scientifique chargée des communications au Canada pour le télescope Webb. Et comme Julie l'a mentionné, j'ai la chance de collaborer avec des partenaires justement à la NASA aux États-Unis, à l'Agence spatiale européenne. Donc, je fais partie de l'équipe scientifique. Je suis astrophysicienne de formation. Je fais encore un tout petit peu de recherche sur l'évolution des galaxies, mais mon rôle à moi, c'est d'agir comme pont entre l'équipe scientifique et le grand public, parce que c'est des contributions des citoyens qui ont permis justement au Canada de participer à la mission. Donc, on vous doit de vous dire qu'est-ce qu'on fait avec cette contribution, c'est quoi la science qu'on ressort de la contribution de l'instrument canadien. Donc, mon rôle, c'est de travailler sur des conférences de presse, les communiqués de presse, le contenu en ligne, les réseaux sociaux, faire des conférences, des présentations publiques, faire des entrevues pour s'assurer que tout le monde comprend la mission, son importance et ses belles découvertes. Donc, ça, c'est une photo de moi qui visitait le télescope en Californie en 2019. Et c'est sûr, en le voyant comme ça, j'étais très contente. Mais je vais vous montrer une meilleure photo qui démontre mon dévouement à la mission. Ça, c'est une photo de moi à l'Halloween l'année passée. Je me suis déguisée en télescope. J'ai construit ça complètement moi-même avec du papier d'aluminium, puis du carton, puis des grosses pailles, puis des affaires comme ça. Donc, pour moi, oui, c'est ma job de parler de web, mais c'est vraiment aussi ma mission. Ça fait depuis que je suis toute jeune que je veux être astronome. Donc, je suis vraiment chanceuse, d'après moi, d'avoir ce poste-là. Donc, je vais vous parler un peu de la dernière année environ pour la préparation de la mission parce qu'il y a eu plusieurs jalons très importants qu'on a franchis et ensuite, on va parler vraiment des instruments sur le télescope et sa mission scientifique. Donc, si vous connaissez un peu la mission, ça fait plusieurs décennies qu'on y travaille. En fait, la contribution canadienne, l'instrument canadien que j'ai mentionné plus tard, a été livré en 2012. Donc, ça fait presque 10 ans déjà maintenant. Mais lorsque tous les morceaux étaient assemblés, quelque chose qu'il fallait faire qui était très important, c'est faire plein de tests. Et ça, c'est parce qu'on ne voulait pas refaire la même erreur qu'on a faite avec Hubble, le télescope Hubble, qui avait besoin de lunettes, je vous le rappelle. On n'aura pas la chance de faire des réparations sur le télescope Webb. Donc, il y a eu plein de tests sur plusieurs années, mais finalement, l'été passé, les tests ont été complétés. Et puis, le télescope a été mis en configuration toute petite parce que lorsqu'il a été mis dans la fusée qu'il a lancée dans l'espace, il devait être replié sur lui-même. Je vais vous montrer quelques diagrammes, mais ici, c'est une des dernières photos du télescope qui a été prise en Californie avant qu'il ait été mis sur un bateau pour faire un parcours vers sa plateforme de lancement à Kourou, en Guyane française. Donc, le dernier laboratoire qui a fait les tests sur Webb était en Californie, à Redondo Beach, qui est près de Los Angeles. On a fermé le télescope, on l'a mis dans un camion avec une escorte policière. Il a franchi les autoroutes californiennes vers le port maritime. On l'a mis sur un bateau. Et ensuite, on a eu environ 2 semaines où il y avait un bateau avec une escorte navale qui a franchi ce trajet à travers le canal du Panama jusqu'au port maritime de Kourou. Et ça, c'était vraiment une mission top secrète parce qu'on avait peur que des pirates allaient prendre possession du télescope et nous demander une rançon parce que c'est un télescope qui vaut environ 11 milliards de dollars US, américains. Donc, puis c'est pas seulement une question d'argent, ça a eu beaucoup de développement. Donc, on en a juste un télescope. Donc, il y avait eu 6 bateaux qui sont partis en même temps pour mélanger des pirates potentiels. Très peu de personnes savaient lequel des bateaux avait le télescope. Mais tout s'est bien passé. Il est arrivé à bon port finalement dans sa cargaison et on a pu enlever le télescope de sa boîte pour commencer à le préparer pour le mettre dans la fusée. Donc, j'ai mentionné que le télescope devait être replié sur lui-même.
Donc, on doit envoyer ce télescope dans l'espace et c'est un gros télescope. Je vais vous montrer un peu l'envergure dans quelques minutes. Mais même une des plus grandes fusées qui lance de la cargaison dans l'espace, la fusée Ariane 5 de l'Agence spatiale européenne, ne pouvait pas contenir le télescope de manière dépliée. Donc, une des choses principales qu'on a dû incorporer dans le développement du télescope, c'est qu'il soit repliable sur lui-même, comme une figure d'origami. Donc, ici, on peut voir la fusée Ariane 5 et ici, on a le télescope qui est replié sur lui-même. C'est comme ça qu'on l'a mis sur le haut de la fusée. Et une fois que c'est arrivé, en décembre, on a commencé à planifier pour le lancement et on a dû sortir la fusée Ariane. Le son est un peu fort. Donc, non, en espérant que vous Nathalie. m'entendez quand même. C'est ça. Donc, ça, c'est la fusée Ariane qui a dû être sortie de sa grosse boîte et qui a été roulée vers sa plateforme de lancement. Et c'était très, très lent comme processus. C'était environ à une vitesse de 3 km par heure. On pouvait marcher à côté. Donc, c'est très délicat. Tout se fait très lentement dans ce genre de processus. Donc, voilà. On peut voir la fusée qui sort tout lentement et on savait que le télescope Webb était au bout de la fusée. Donc, c'est quand même très excitant pour l'équipe. Le Canada était à Kourou. Pas autant de personnes qu'on aurait voulu parce qu'on est dans une pandémie, malheureusement. Donc, moi, par exemple, j'étais supposée aller à Baltimore, aux États-Unis, où se retrouve le centre des opérations du télescope pour le lancement. Le lancement qui a quand même décalé beaucoup, mais qui était finalement planifié pour le 25 décembre, donc le matin de Noël. On n'aurait pas pu mieux planifier ça ou moins bien planifier ça, selon votre opinion. Mais ça voulait dire, à cause de la pandémie, qu'on a dû canceller la plupart de nos voyages. Donc, en fin de compte, je suis restée à la maison et j'ai regardé le lancement avec ma famille. Mais quelques personnes clés sont allées à Kourou, en Guyane française. Je peux mentionner René Doyon, professeur à l'Université de Montréal, qui est le chercheur principal de l'instrument canadien sur Webb. Dave Aldridge, qui est un ingénieur de système qui travaille à Honeywell Canada, qui était le partenaire industriel principal pour la contribution canadienne, et Begonia Villa, qui travaillait jadis pour Honeywell lors de la conception de l'instrument canadien, qui, après la livraison de l'instrument canadien, a été repêchée par la NASA et donc elle demeure sur la mission. C'est une des ingénieures principales, qui est aussi astrophysicienne de formation. Donc, on était quand même content d'avoir le Canada représenté là-bas. Donc, les prochaines quelques vidéos que je vais vous montrer, c'est les vidéos du lancement. Donc, je ne vais pas les commenter, pas celle du lancement, au moins. Je vais vous laisser, si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous laisser profiter du lancement. Hey Nathalie, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense que tu voulais partager ton son, donc on n'a rien entendu le son de l'autre vidéo. Ah, c'est parfait, parce que c'était juste la musique. C'est bon. Bon, là, je me demandais si tu avais du son dans les prochaines vidéos. Mais bref, sinon, tu peux arrêter ton partage et recommencer. Ouais. C'est bon. Je vais faire ça d'abord parce que pour le lancement, j'ai au moins le countdown. Donc, je veux vraiment que vous viviez le lancement. Super, merci. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. And we have engine start. And liftoff. Décollage. Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight. Good pitch program reported. Trajectoire est nominale. Donc voilà, ça c'était le lancement à 7h20, heure de l'Est, le 25 décembre 2021. Et si vous êtes intéressé de savoir comment moi j'ai ressenti ce moment, mon conjoint a décidé d'installer un trépied avec son téléphone pour commémorer
ma réaction au lancement. Et donc, j'avais l'air de ça pendant le lancement, apparemment. J'ai comme oublié un peu la caméra pendant que j'étais là, mais j'avais ma boîte de Kleenex. J'ai pleuré, je dois l'avouer. J'étais excitée, mais j'étais inquiète en même temps. Toutes les émotions. Je portais mon polo rouge, James Webb, comme portaient mes collègues dans l'autre photo. Donc, c'est comme ça que je me sentais pour le lancement. Et un vraiment beau moment qu'on avait un peu gardé comme secret jusqu'à la toute fin, c'est qu'il y avait une caméra sur l'étage supérieur de la fusée. Donc, lorsque la fusée lance le télescope dans l'espace, la fusée se défait un peu, morceau par morceau. Donc, les boosters se détachent, etc. Et le dernier morceau, c'est la partie de la fusée qui est le propulseur sur l'étage supérieur. C'est ce qui donne la dernière poussée au télescope. Il y a une séparation et il y avait une caméra sur cet étage-là. Donc, on a pu voir le télescope se séparer de la fusée ici. Et c'est un peu notre chance de dire adieu au télescope. Et c'était un autre moment très, très, très émouvant. Donc, on peut voir ici la Terre. On n'a pas vraiment le sens de vitesse. Des objets, ils vont quand même à une vitesse fulgurante. Mais ici, on peut voir, c'est le dessous du télescope. Et c'était vraiment un beau moment. Et c'est la dernière fois que des yeux humains ont eu la chance de voir le télescope. C'était environ 30 minutes après le lancement. Tout s'était super bien passé pendant le lancement. On ne peut pas mieux demander. Et un autre super bon moment qui va apparaître, qui nous inquiétait énormément. Le télescope doit se déployer dans l'espace. Et la première chose qu'il doit faire, c'est déployer son panneau solaire. Parce qu'il y a une pile qui dure seulement 1 heure. Donc, si le panneau solaire ne se déploie pas, le télescope n'est plus alimenté, il n'est plus capable de fonctionner. Donc, c'était supposé arriver à 31 minutes après le lancement et un peu plus tôt que prévu, à 28 minutes après le lancement, on commence à voir tout lentement le panneau solaire qui sort. Donc, on était réconfortés, on savait que notre bébé allait avoir de l'énergie. Je suis émue à regarder ça juste maintenant. Et on voit la réflexion du soleil dans le panneau solaire. Et donc, c'est un peu comme le télescope qui nous tend la main une dernière fois. Et on le met en route vers sa destination finale. Donc, voilà, c'était ça toute l'émotion qu'on a vécue pendant le lancement. Et puis, même si on n'était pas ensemble à Kourou ou à Baltimore pour le vivre, on se parlait en ligne, on écoutait toute la même chose, donc on se sentait quand même connectés dans l'équipe. Donc, voilà, c'était le lancement. Mais maintenant, une fois le lancement est fini, là, il y a beaucoup d'actions qui doivent commencer. Donc, ici, c'est une animation qui vous démontre, en accéléré, bien sûr, le déploiement du télescope. Donc, en bas, vous pouvez voir la Terre, juste ici. La bande de la vidéo va s'enlever. Et vous voyez le petit point qui est le télescope en mouvement. Donc, on n'a pas pu simplement stationner le télescope à côté de la Terre et faire le déploiement et ensuite le lancer vers sa destination finale parce qu'on veut utiliser la propulsion de la fusée pour économiser du carburant, bien sûr. Donc, ce télescope, une des grandes différences avec le télescope Hubble, c'est qu'il doit être loin de la Terre. Et je vais expliquer pourquoi dans un moment. Mais donc, en faisant ça, on a dû déployer le télescope en même temps que le télescope se déplace vers sa destination finale. C'est un point qui s'appelle L2 et ça se situe à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc, vous avez le chronomètre en haut qui montre combien d'heures et de jours passent. Et environ au 6e jour, on commence une des étapes qui, moi, m'effrayait le plus, c'est le déploiement de son bouclier solaire. Donc, le télescope Webb regarde un type de lumière qui s'appelle la lumière infrarouge, invisible pour l'œil humain, mais qui est très sensible à la chaleur. Donc, on doit protéger le télescope de la chaleur du Soleil et aussi du rayonnement infrarouge de la Terre et de la Lune. Donc, le bouclier était très fragile. C'est 5 couches d'un matériel qui s'appelle du Kapton, très réflecteur. Le bouclier en tout, c'est comme l'équivalent d'une crème solaire avec un SPF de 1 million, un facteur 1 million, donc ça bloque beaucoup de soleil, mais c'était très essentiel que ça fonctionne.
Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et vers la fin du 14 jours du déploiement, on voit le déploiement du miroir secondaire et le miroir primaire. Donc, le miroir primaire est en trois morceaux. Le morceau principal est 2 ailes, mais en fait, c'est 18 segments, tout en forme d'hexagone. Donc, il y avait en tout environ 320 mécanismes qui devaient fonctionner. Et si un des mécanismes ne fonctionnait pas, toute la mission échouait complètement. C'était la chose la plus complexe qu'on n'a jamais lancée dans l'espace. C'est peut-être la machine la plus complexe jamais construite par l'humanité. Et ça devait tout se déployer, se déclencher de manière à longue distance, en fait. Donc, c'était 14 jours qu'on pensait de terreur, mais tout s'est super bien passé. On était très contents et vraiment, on n'aurait pas pu demander pour mieux. Et finalement, à 29 jours, 30 jours, en fait, lundi cette semaine, il est arrivé à sa destination finale au point L2. Donc, c'est environ 4 fois la distance entre la Terre et la Lune. Donc, voici ici l'orbite de Webb. Donc, j'ai mentionné le point L2. C'est ce qu'on appelle, un point Lagrange. C'est un point qui est stable dans le système gravitationnel de la Terre et du Soleil. Donc, c'est comme un peu une place où les choses peuvent se stationner sans utiliser beaucoup de carburant. Et le carburant, c'est ça souvent qui limite la durée d'une mission. Donc, on voulait trouver un bon spot pour le télescope où il allait durer longtemps, être relativement stable, pas utiliser beaucoup de carburant et pas être trop proche du rayonnement infrarouge de la Terre et de la Lune. Donc, c'est là où on l'a mis. Donc, maintenant, on va parler du télescope en tant que tel et je vais le comparer ici au télescope Hubble parce que c'est un peu le standard qu'on a tendance à utiliser. Donc, on peut voir, pour comparer, on a des humains ici, ça vous donne un peu un sens de grandeur. Hubble, c'est pas petit comme télescope. Son miroir fait 2,4 mètres de large et l'engin au complet est environ gros comme un autobus scolaire. Donc, c'est quand même massif. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est petit. Mais le télescope Webb, lui, a un miroir presque 3 fois plus large et le bouclier solaire, qui est la composante la plus grande du télescope, c'est grand comme un terrain de tennis. Donc, quand même énorme. Mais parce que ça utilise des matériaux vraiment de fine pointe, le télescope Webb est en fait plus léger que le télescope Hubble. Donc, quand même, on a bien fait ça. Et puis, l'autre grande différence entre les deux télescopes que je voulais mentionner, bien sûr, il y a l'emplacement. Comme j'ai mentionné, le télescope Hubble, lui, est autour de la Terre, en orbite assez proche, à environ 500 km au-dessus de nos têtes, en orbite autour de la Terre, ce qui fait qu'il était réparable. Tandis que Webb, lui, va être à 1,5 million de kilomètres. Et ça, c'est parce que le type de lumière est différent qu'on regarde. Donc, Hubble se concentrait sur la lumière visible, un peu d'ultraviolet, un tout petit peu de proche infrarouge, mais c'est vraiment, j'aime le décrire comme un œil humain gigantesque. Tandis que Webb, lui, se concentre dans le proche et le moyen infrarouge, qui est très relié à la chaleur, comme j'ai mentionné. Et une des choses qu'il doit faire, c'est se protéger du soleil. Donc, j'ai déjà fait allusion à son bouclier solaire. Donc, ce qu'il va faire au point L2, il va toujours être pointé tel que le bouclier solaire va protéger le miroir du soleil. Donc, il va toujours rester dans une configuration relativement stable, ce qui fait qu'il y a un côté chaud et un côté froid. Donc, ici, on a le côté chaud. Et ici, on a les panneaux solaires, bien sûr, pour alimenter le télescope. On a les antennes de communication aussi. Et quand je dis chaud, c'est environ 85 degrés Celsius. Donc, quand même très chaud. On a le bouclier solaire entre les deux, 5 couches, comme j'ai mentionné. Et ici, du côté froid, on a le miroir primaire, le miroir secondaire, tous les instruments qui sont derrière le miroir. Et ça, c'est à moins 233 degrés Celsius. Et si vous connaissez l'échelle Kelvin, c'est 40 degrés Kelvin, donc seulement 40 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est très, très froid. Donc, pourquoi l'infrarouge? Je reçois souvent cette question. Donc, une des choses que le télescope Hubble a fait qui était vraiment fantastique, c'est regarder à des galaxies
très, très, très lointaines. Mais les galaxies les plus lointaines, qui sont nées juste après le Big Bang, sont invisibles pour le télescope Hubble. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, il y a un autre beau lien, si vous êtes au cégep ou au secondaire avancé, pour faire un lien avec le shift Doppler. Et le shift Doppler, on le connaît bien avec le son. Donc, je donne souvent l'exemple d'une ambulance. Si une ambulance a sa sirène allumée et l'ambulance vient vers nous, son son, les ondes sonores sont compressées, comprimées, ce qui fait que le son nous semble plus aigu parce que les ondes sonores sont plus courtes. Lorsque l'ambulance s'éloigne de nous, les ondes sonores sont allongées, ce qui fait que le son nous semble plus grave parce que les ondes sonores se rallongent. Mais il y a un équivalent dans la lumière aussi, ça s'appelle le redshift ou le décalage au rouge. Donc, si on a un objet, ici on a par exemple un vaisseau spatial qui émet une lumière, mais qui se rapproche de nous, ça fait que sa lumière, les ondes de lumière sont comprimées et nous semblent plus bleues. Mais si le vaisseau spatial s'éloigne de nous, les ondes de lumière sont allongées et donc la lumière nous paraît plus rouge. Donc, on va parler de vaisseau spatial, on va plutôt parler maintenant de galaxies. Donc, les toutes premières galaxies qui ont été créées après le Big Bang sont très lumineuses dans la lumière bleue et la lumière ultraviolette. Ça, c'est des ondes assez énergétiques. Mais parce que notre univers est en expansion, toutes ces galaxies s'éloignent de nous à une vitesse quand même impressionnante, ce qui fait que les ondes bleues de ces galaxies sont allongées parce qu'elles s'éloignent de nous et elles deviennent de plus en plus rouges. Et les toutes premières galaxies sont les plus éloignées qui s'éloignent le plus rapidement de nous et donc elles sont vraiment allongées jusqu'à tomber dans l'infrarouge. Donc, si on veut regarder les toutes premières galaxies, on doit regarder dans l'infrarouge. C'est pour ça que ces galaxies étaient invisibles pour le télescope Hubble. Il y a d'autres raisons pour regarder dans l'infrarouge. Et une des raisons, c'est parce que l'univers, l'espace, c'est une place très poussiéreuse. Donc ici, on a une super belle photo qui est dans la nébuleuse de l'Aigle. C'est une structure qu'on appelle les piliers de la création. Et en fait, c'est une pouponnière d'étoiles. Il y a plein d'étoiles, mais il y a aussi beaucoup de poussière. Donc, toutes les régions un peu plus foncées que vous voyez, c'est de la poussière. Mais si on regarde exactement le même emplacement dans le ciel, avec de la lumière infrarouge, on a une vision complètement différente du même endroit. On voit beaucoup plus d'étoiles. On voit à travers les piliers de poussière, en fait. Donc, ça nous donne une vision différente de l'univers en regardant l'infrarouge. On peut percer un peu la poussière cosmique. Maintenant, je vais parler des instruments scientifiques. Donc, ça, c'est du côté froid du télescope, tel que j'ai mentionné, et c'est dans une boîte qui est derrière le miroir. Donc, ça, c'est la boîte d'instruments. À l'intérieur, on a 4 instruments et tous les instruments sont des combinaisons différentes de caméras, de spectres qui agissent un peu, de spectrographes qui agissent un peu comme des prismes qui prennent la lumière, par exemple, du soleil et qui les diffractent en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est un peu ça que ça fait un spectrographe. Donc, c'est des combinaisons différentes de caméras et de spectrographes. Donc, on a NIRSPEC, qui est un instrument européen, NIRCam, un instrument américain, MIRI, qui est une collaboration entre les États-Unis et l'Europe, et puis FGS-NIRIS, un double instrument, qui est l'instrument canadien, qui se retrouve au cœur ici de la boîte d'instruments. Donc ça, c'est notre contribution canadienne. Et ça, c'est une photo de l'instrument canadien qui est en préparation. On est en train de le tester justement pour s'assurer qu'il va pouvoir survivre à son voyage dans l'espace. J'ai mentionné ce double instrument. Et ici, c'est environ la taille d'une machine à laver. Relativement petit. On peut voir les humains ici pour comparer. Et ici, on a le FGS, qui est le Fine Guidance Sensor. Ça, c'est une caméra de guidage qui permet au télescope de pointer de manière stable et précise vers une cible en particulier et s'assurer que le télescope ne va pas prendre une image embrouillée parce que le télescope en opération vibre un peu, bouge un peu. Donc, on doit avoir une caméra de guidage qui fait de la compensation
pour ce genre de mouvement. Donc, ça, c'est un instrument qui n'est pas scientifique, mais qui est absolument critique à la mission du télescope Webb. Donc, ça, c'est les yeux du télescope essentiellement. Et c'est des yeux canadiens. Donc, toutes les images et toutes les observations que vous voyez sortir du télescope Webb, c'est grâce à l'instrument canadien. La caméra de guidage en particulier canadien. De l'autre côté ici, on a l'instrument scientifique NIRISS, qui est une combinaison d'une caméra et d'un spectrographe. Et je vais parler un peu du type de science qu'on peut faire avec cet instrument. Donc, on a contribué cet instrument. Qu'est-ce qu'on a en retour maintenant? Bon, c'est une contribution d'environ 200 millions de dollars sur une durée d'environ 20 ans. C'est pas très cher, c'est environ 25 sous par Canadien par année. Donc, c'est quand même un bon rabais, un bon deal. Et en échange pour cette contribution canadienne, le Canada reçoit au moins 5 du temps d'observation sur le télescope. Donc, ça, on a plusieurs programmes différents d'observation dont on peut bénéficier avec cet échange-là. Il y a certaines heures qui sont garanties pour l'équipe scientifique qui a conçu l'instrument canadien. Donc, 450 heures environ de temps d'observation pour vraiment René Doyon et ses collaborateurs au Canada qui ont construit l'instrument. Et ça va être tout fait pendant la première et un peu la deuxième année des opérations. Il y a 2 programmes en particulier, un qui va regarder les toutes premières galaxies et un qui va étudier les exoplanètes. Donc, je vais en glisser un mot dans un moment. Mais il y a aussi un processus compétitif chaque année pour savoir qui sont les astronomes partout au monde qui peuvent utiliser le temps. Et donc, on a déjà programmé la première année de ce programme-là sur le télescope Webb et 14 demandes de temps menées par des Canadiens ont été retenues. Donc, on est très contents, c'est plus de 300 heures et des Canadiens, on aime beaucoup collaborer, donc on a 72 autres demandes avec des collaborateurs canadiens. Donc, on a beaucoup de temps, le Canada, sur le télescope pour prendre des observations. Donc, quelle sorte de science est-ce qu'on va faire? Il y a 4 grandes thématiques qui nous intéressent. Le premier, c'est les mondes extraterrestres. Deuxième, c'est la vie des étoiles. Troisième, l'évolution des galaxies. Et le quatrième, l'univers primordial. Donc, le premier, monde extraterrestre. Donc, j'aime le mettre en deux catégories. Donc, monde extraterrestre, je travaille à l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Donc, les exoplanètes, bien sûr, ça nous intéresse. Si vous en connaissez un peu les exoplanètes, une des meilleures façons qu'on peut les détecter, c'est en regardant la lumière de leur étoile qu'ils orbitent. Donc, lorsqu'une exoplanète passe en transit par-dessus son étoile, elle bloque une partie de la lumière de l'étoile. Donc, en regardant la luminosité de l'étoile, on voit une baisse dans la luminosité. Donc, ça c'est très utile. Ça nous en dit beaucoup sur la période orbitale de l'exoplanète, la grosseur de l'exoplanète. Mais l'exoplanète, si elle est solide, ça bloque la lumière. Mais si l'exoplanète a une atmosphère transparente, translucide en fait, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la lumière de l'étoile va être bloquée par la partie rocheuse ou solide de l'exoplanète, mais va passer à travers l'atmosphère de l'exoplanète. Et en traversant l'atmosphère de cette exoplanète, certaines molécules et certains atomes dans l'atmosphère vont absorber certains types de lumière. Donc, s'il y a des professeurs de cégep ici, surtout des professeurs de chimie ou même en sciences physiques au secondaire, vous parlez peut-être de l'absorption, des raies d'absorption selon l'énergie de certains types de molécules. Ça fait un peu comme un code-barre extraterrestre dans la lumière que le télescope peut capter. Et ça nous donne plein d'informations sur la composition chimique, justement, de l'atmosphère de l'exoplanète. Et donc, ici, on a un exemple d'un spectre qu'on pourrait voir et ça nous dit s'il y a de l'oxygène, du dioxyde de carbone, du méthane, de l'ozone. Et ces combinaisons de molécules peuvent devenir ce qu'on appelle des biosignatures, donc des signes de vie potentiellement. Donc, pas nécessairement des petits bonhommes verts, mais peut-être des bactéries ou des microbes. Donc, ça serait super, super révolutionnaire, bien sûr, de trouver de la vie extraterrestre. Et c'est une possibilité avec le télescope James Webb. Si on reste dans les mondes extraterrestres, on peut aussi regarder des mondes dans notre système solaire à nous. Donc, n'importe quel objet dans le système solaire qui est au-delà de l'orbite de Webb. Donc,
au-delà de l'orbite de Mars, on pourrait dire, on peut l'observer. Donc, les planètes gazeuses, mais aussi les lunes autour de ces planètes, des comètes, des astéroïdes. Et j'aime particulièrement souligner certaines lunes de glace qui orbitent des planètes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Donc, ici, on a la planète Encelade, qui est une lune de glace recouverte par une croûte de glace relativement petite, mais à sa surface, on a des cryovolcans ou des volcans de glace. Donc, on pense sous la surface de glace d'Encelade, il se cacherait un océan liquide. Et cette eau est éjectée par moment par ces volcans-là. Et de manière similaire, la lumière qui traverse cette eau éjectée est un peu imprégnée par la composition de l'eau. Donc, on pourrait savoir c'est quoi la composition des océans et s'il y aurait des signes de vie potentiellement dans ces océans. Donc, on a plein de scientifiques, surtout au Québec, qui travaillent sur les exoplanètes, qui vont regarder des exoplanètes, mais aussi des planètes errantes qui ne sont pas attachées à des étoiles, des systèmes solaires en formation, prendre des vraies images de ces systèmes solaires, des naines brunes, qui c'est un peu un objet étrange entre une grosse planète et une petite étoile, et des objets transneptuniens comme Pluton et ses 1000 cousins qui sont un peu des petites planètes, mais ce n'est pas exactement des planètes, donc on appelle ça des planètes naines. Un autre domaine qui nous intéresse, c'est la vie des étoiles. Donc ici, on a un système solaire en formation, une très, très jeune étoile avec son disque autour. On est capable de prendre une vraie image avec le télescope Webb. Ici, on a une planète, justement, une bébé planète qui est en formation. Mais on peut vraiment aller de la naissance des étoiles en regardant des pouponnières d'étoiles, par exemple, jusqu'à leur mort en étudiant des naines blanches ou des trous noirs. Et encore une fois, il y a plein de Canadiens qui travaillent là-dessus. On travaille sur le cycle de vie des étoiles de leur naissance à leur mort. Et je peux mentionner un programme qui est particulièrement intéressant, mené par Maria Drought, c'est une professeure à l'Université de Toronto. Elle va étudier des explosions kilonova. Donc, c'est des collisions d'étoiles à neutrons. Des étoiles à neutrons, c'est des cadavres d'étoiles très massifs, très compacts, et ça fait des explosions gigantesques, très énergétiques, qui peuvent potentiellement créer les éléments les plus lourds du tableau périodique. Donc, on sait que plusieurs des éléments du tableau périodique ne peuvent être créés de manière naturelle que dans des explosions astronomiques. Donc, encore une fois, un lien intéressant avec des cours de chimie, par exemple. Il y a aussi le domaine des galaxies. Ça, c'est mon domaine de recherche personnel. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder des galaxies qui sont proches de nous, prendre des belles images, bien sûr, et étudier la formation et l'évolution des galaxies. La plupart des galaxies, surtout les grosses galaxies, ont des trous noirs très, très, très massifs, des millions et des milliards de fois plus massifs que le Soleil. Et ces trous noirs supermassifs ont une évolution et un effet très important sur l'évolution de la galaxie elle-même. C'est un autre sujet d'intérêt. Mais quelque chose au Canada qui est très intéressant pour nous, c'est l'étude des premières galaxies nées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. On a un projet qui s'appelle Knox, justement, mené par Chris Willett, qui est un astronome en Colombie-Britannique. Et il va un peu prendre les connaissances qu'on a prises du télescope Hubble et essayer d'approfondir ça encore plus. Donc ici, j'ai une animation de ce qu'on appelle le champ ultra profond de Hubble. Hubble a pris des images de régions dans l'espace qu'on pensait relativement vides, mais en laissant sa caméra ouverte très, très, très longtemps, a pu observer pour la première fois les galaxies les plus anciennes qu'on a été capable d'observer jusqu'à ce moment. Et on traverse un peu en 3 dimensions tous ces champs de galaxies et on continue à en voir plus dans les régions lointaines, donc tous les petits picots. Mais comme j'ai mentionné, les galaxies, les premières galaxies sont invisibles pour Hubble parce que nous, on capte la lumière lorsqu'elle est rendue dans l'infrarouge. Donc ici, c'est une simulation du champ ultra profond du télescope Hubble et ce que Webb pourrait voir avec ses propres yeux. Donc, ici, on a une galaxie qui est plus proche de nous et avec Webb, on va pouvoir voir beaucoup plus de détails, des régions où plus d'étoiles se forment. Mais la chose qui est vraiment intéressante, c'est les petits picots dans l'arrière-plan. On les voit mieux et on en voit plus. Donc, les picots rouges ici qui ont été rajoutés, c'est les galaxies, les toutes premières galaxies qui ont été observées.
on espère bientôt par Webb, qui sont nés juste après le Big Bang. Et ça va être la première fois qu'on peut regarder aussi loin dans l'univers. Donc, le projet Knox au Canada va être très important pour ça. Et finalement, on a l'univers primordial. Donc, c'est connecté un peu avec le dernier point que j'ai mentionné. Donc, avec Hubble, on a quand même été capable de regarder loin dans l'univers, environ 500 millions d'années après le Big Bang. Mais avec Webb, on est capable d'aller encore plus loin, à 200 millions d'années après le Big Bang. Ça semble beaucoup, 200 millions d'années. Mais si on prenait l'histoire de l'univers en entier, 13,7 milliards d'années, on le mettait sur un calendrier d'1 an, nous, on mettait l'ère moderne, le 31 décembre, juste avant minuit. Regardez aussi loin que Webb peut le regarder, c'est l'équivalent de regarder le 6 janvier. Donc, on regarde très loin dans le temps. Et on regarde vraiment un moment où ces galaxies sont en train de se former et former des étoiles de manière très, très, très active. Donc, ça, c'est vraiment une fenêtre dans l'univers primordial qu'on n'aurait pas sans Webb. Donc, ici, j'ai quelques ressources. Je vais passer par-dessus très rapidement, mais si ça vous intéresse, je peux envoyer mes diapositives à Julie qui peut vous les transmettre. Sinon, vous pouvez prendre une capture d'écran dans la vidéo. Mais ça, c'est du contenu en ligne sur Webb et sur l'astronomie en général. Tout ce qui est en haut ici, ça, c'est vraiment sur Webb spécifiquement, mais ça, c'est des ressources aussi que je vous suggère pour l'astronomie. Il y a aussi, si ça vous intéresse de faire de la science citoyenne, la vraie recherche un peu avec vos étudiants, il y a ça. Et il y a aussi la chance d'inviter un astronome dans votre classe de l'IREX, dont moi. Vous pouvez aller à ce site web, remplir un formulaire. Ça nous ferait toujours plaisir de rencontrer vous-même et vos étudiants aussi. Donc voilà, je vais laisser un peu de temps pour des questions. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Super intéressant. Puis oui, effectivement, si tu m'envoies la présentation, on pourra l'envoyer à tous les participants inscrits sans problème. C'est très généreux, merci. Alors, oui, alors tous les participants qui sont en direct, si vous voulez écrire vos questions, il y a déjà une qui est rentrée, mais évidemment, on va laisser du temps aux autres d'écrire leurs questions en même temps. Donc, Nathalie, la première question, je pense que tu viens de la voir parce que tu retournes probablement au diapo, c'est sur l'orbite. Hein? Parce que c'est vrai que c'est une orbite assez particulière. Ouais. Donc, est-ce que tu as lu la... En fait, je vais la répéter juste pour les gens là, qui vont voir l'enregistrement. C'est justement expliquer un peu plus l'orbite empruntée qui semble très complexe. C'est vrai que ce n'est pas une orbite seulement en ovale ou en ellipse. C'est un peu particulier. Vas-y. Oui, OK. Donc, c'est ça qui est dur avec l'astronomie, c'est parce qu'il y a plein d'objets différents qui bougent et donc on doit se mettre dans en référence avec des objets qui bougent eux-mêmes. Donc, l'orbite de Webb, c'est une orbite relativement simple dans le cadre référentiel du point L2. Donc, si on était capable de seulement rester sur le point L2, on voit que c'est relativement une orbite en ovale simple. C'est ce qu'on appelle une orbite halo. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français qui est mieux que ça, mais parce que L2 lui-même bouge, ça fait plutôt comme des genres de rosettes dans le ciel. Mais l'orbite est mais je veux dire, la Lune aussi, si on regarde son orbite dans le système solaire, en référence au Soleil, a un peu une orbite étrange parce que c'est fixe autour de la Terre, mais c'est pas fixe autour du Soleil. Donc, c'est un peu le même genre de principe. Donc, c'est un peu comme L2, c'est la Terre, Webb, c'est la Lune, mais c'est des objets différents. Voilà. Et L2, c'est un point vide. Donc, c'est pas très instinctif. Excellent. Oui, d'autres questions qui viennent d'arriver. D'ailleurs, en passant, Nathalie, moi, j'ai beaucoup aimé les perspectives personnelles que tu as données, de voir ton émotion le matin du 25 décembre et ton costume d'Halloween, c'est sûr que ça avait été tellement populaire. Moi-même, je l'avais partagé à plein d'autres mondes parce que j'avais tellement aimé ça, voir à quel point tu étais dédiée. Oui, quand est-ce qu'on va pouvoir voir les premières photos du télescope? Ça, c'est une bonne question. Moi aussi, je me la pose exactement. Là. C'est quand? Oui, donc j'ai mentionné plein de jalons importants qu'on a franchis à date, mais on a encore beaucoup de choses à faire. Je vais juste enlever l'animation. Donc, dans les 5 prochains mois, on rentre dans une période qu'on appelle le commissioning. Je n'ai pas encore trouvé une bonne traduction de cette phase-là. Et donc, on doit attendre que le télescope refroidisse à sa température d'opération. On doit aligner tous les segments individuels du miroir pour prendre des belles images. On doit allumer et tester tous les instruments. Donc, ça, c'est une période d'environ 5 mois et c'est seulement
cet été qu'on devrait être en mesure de publier les toutes premières super belles images du télescope. Et ça, c'est des objets top secrets, c'est des cibles. Moi, je ne sais pas c'est quoi les cibles. René Doyon, le chercheur principal, ne sait pas c'est quoi encore les cibles, mais ça va être des super belles images. Ça, je peux le garantir. Oui, c'est sûr qu'on va avoir hâte de voir ces photos-là. D'ailleurs, ça fait vraiment longtemps. Bien, pour ceux qui sont impliqués, là, ça fait vraiment longtemps, puis il y a eu plusieurs délais. Moi, je me souviens, j'avais commencé en astronomie au début des années 2000, puis on en parlait. Ça s'appelait à ce moment-là le Next Generation Space Telescope, ça a changé. Et là, finalement, de voir qu'il s'en vient, là, c'est vraiment excitant. C'est drôle parce que pendant que tu parlais, moi-même, je me permets une petite note personnelle. Ça m'a rappelé, en 2008, j'ai fait partie de l'équipe d'animation quand le modèle grandeur nature de James Webb était venu à Montréal. Et puis, j'avais eu la chance d'être à côté. C'était quand même impressionnant de voir le modèle là, grandeur nature de James Webb à ce moment-là. OK, hey, autre question qui s'en viennent. Ah, je ne sais pas si tu es résolu, je viens de voir qu'il y a beaucoup d'actions dans le chat tout d'un coup. Ouais. Je n'ai pas tout le temps de tout lire. Ah oui, ça, c'est la question par rapport à la toile de protection là, qui est similaire à un cerf-volant. Est-ce qu'il y a une raison pour la forme en particulier? Oui, donc on a fait le minimum pour protéger tous les éléments qui doivent être protégés sans en faire plus. Parce que la toile solaire, en fait, c'est très délicat. Donc, c'est vraiment la manœuvre qui était la plus délicate dans le déploiement. Donc, on ne veut pas rendre ça plus complexe que nécessaire, pas la rendre plus grosse que nécessaire. Et en plus, le vent solaire pousse un peu sur la toile solaire du télescope. Donc, on ne veut pas donner un plus gros carré, une plus grosse cible pour que le soleil pousse, parce qu'en fait, à toutes les 3 semaines environ, le télescope doit réajuster un peu sa trajectoire parce que le soleil veut comme le tasser tout le temps. Donc, on a fait vraiment le minimum nécessaire pour protéger le miroir de façon sécuritaire sans en faire plus. Donc, c'est pour ça que ça l'a donné le cerf-volant, la forme du cerf-volant. Oui, super. On a des beaux commentaires. J'espère que tu les vois, Nathalie. Là, des beaux merci pour ta présentation. Effectivement, je veux juste mentionner là, ceux qui, si vous voulez, quand vous aurez accès à l'enregistrement, et évidemment, cette formation-là est plus pour vous outiller, mais n'hésitez pas à en montrer des parties aussi, si vous voulez, à vos élèves. Là, ça sera disponible. Vous pourrez amener Nathalie avec vous en classe de façon virtuelle. Mais c'est un commentaire de Denis là, par rapport qu'il y a beaucoup de. C'est le fun de voir les visages scientifiques. Il y a beaucoup de Canadiens impliqués. Moi, je trouve ça tout le temps le fun. Mais évidemment aussi de voir beaucoup de femmes maintenant astrophysiciennes là, qui sont. Évidemment, il y en a de plus en plus. Puis c'est le fun, effectivement, de le remarquer. Question de Sylvie, le temps de transmission d'une photo. Oui, donc toutes les communications qu'on reçoit et qu'on donne au télescope, c'est des ondes radio. Donc, qu'on donne une commande au télescope pour que lui nous renvoie des données, c'est des ondes qui font partie du spectre électromagnétique, donc ils vont à la vitesse de la lumière. Donc, c'est environ, Webb se retrouve à une distance d'environ 5 secondes lumière de nous. Donc, ça prend environ 5 secondes pour qu'une transmission se fasse entre la Terre et le télescope. Et puis, on arrive à la fin, donc je vais voir rapidement les questions. C'est beaucoup qui arrivent, mais c'est quoi les autres télescopes qui sont au point L2? Est-ce qu'ils ont le même déplacement, là, justement, en halo, en orbite autour du point? C'est drôle, on en jasait justement juste avant d'aller en ligne, toi et moi, Nathalie. La grande majorité des télescopes qui sont au point L2 ont quelque chose de similaire. Spitzer, lui, avait quelque chose d'un peu plus étrange. Si vous connaissez un peu la mission, lui s'éloignait de plus en plus du Soleil et donc il est passé à travers le point L2, mais qui est comme allé plus loin. Mais on ne veut pas mettre un télescope tout simplement au point L2 en tant que tel, parce que sinon, il monopolise un peu la place et on peut mettre rien d'autre. Donc, oui, tous les télescopes font un peu un balai autour du point L2 en respectant leur espace, comme ça, on n'a pas de collision. Excellent. Et rapidement, une question peut-être rapide, là, et l'autre qui est plus philosophique, mais je l'aime bien aussi. Là, combien de temps va durer, pas Hubble, mais bien James Webb? Et l'autre, est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que tu penses que James Webb va pouvoir un peu révolutionner notre perception de l'univers, là, un peu comme Hubble l'a fait depuis 30 ans? Mm-hmm. Donc, pour la mission du télescope, c'était le carburant qui était inquiétant pour nous parce que, comme j'ai mentionné, à toutes les 3 semaines, il doit y avoir un ajustement dans la trajectoire qui utilise le carburant. Sans le carburant,
on perd un peu le contrôle du télescope puis il continue de s'éloigner du Soleil et on ne peut plus le pointer. Donc, ce qui était vraiment le facteur important, c'est qu'au cours de son trajet vers le point L2, il y avait 3 corrections mi-parcours à sa trajectoire et selon la quantité de carburant qu'on utilisait à chaque fois et aussi à quel point la fusée Ariane 5 faisait bien sa job, on allait pouvoir un peu mieux cerner à quel point on avait du carburant. Donc, la durée minimum qu'on désirait, c'était 5 ans. On se disait, OK, si on fait vraiment une bonne job, on pense qu'on peut pousser ça à 10 ans, peut-être 11 ans. Mais Ariane Espace et ensuite l'équipe qui s'occupait du télescope ont tellement bien fait les corrections qu'on pense qu'on a assez de carburant pour au moins 20 ans. Et rendu là, il y a des chances que quelque chose d'autre brise sur le télescope plutôt qu'on manque de carburant. Donc, on est vraiment optimiste. Il y a des calculs finaux qui se font en ce moment, mais on pense que la mission pourrait durer au-delà de 20 ans maintenant. Et puis, par rapport pour l'autre question, oui, la question philosophique. Un peu, est-ce que ça va modifier notre perception de l'univers? Moi, c'est sûr, je pense que oui. J'étais très jeune quand Hubble a été lancé. J'avais 3-4 ans. Donc, je n'ai pas vraiment vu à quel point ça a révolutionné le monde scientifique. J'en ai entendu parler et je sais à quel point Webb va vraiment seulement améliorer nos connaissances comparé à ce que Hubble a été capable de faire. Donc, moi, c'est sûr que je pense que oui. Je n'ai pas le contexte historique vécu en moi, mais de ce que j'entends de tous mes collègues, eux qui ont le contexte, sont convaincus que ça va faire vraiment une révolution. Peut-être que ce n'est pas la détection de la vie extraterrestre, mais ça va nous mener plus proche d'une détection de vie extraterrestre qui serait révolutionnaire, mais simplement regarder l'univers, le début de l'univers d'une manière qu'on ne l'a jamais fait. Mais j'ai mentionné plein de domaines scientifiques et de questions qu'on allait essayer de répondre, mais il y a plein de choses que Hubble a découvertes. Puis, ce n'était même pas prévu comme découverte. Donc, il va y avoir des découvertes qu'on va faire avec Webb que je n'ai même pas mentionnées parce que ça n'a même pas apparu dans notre esprit encore. Et c'est ça les choses qui sont les plus excitantes. On va avoir des réponses à des questions qu'on n'a même pas demandées. Donc, ça, c'est vraiment excitant. Effectivement, moi aussi, je pense que c'est ça qui me passionne le plus, c'est de voir qu'est-ce qu'on va découvrir, qu'on ne s'y attendait pas, comme tu as parlé du champ profond de Hubble. Moi, ça reste quelque chose de tellement impressionnant, puis on ne s'attendait pas à ce que ça soit comme ça. Là, fait qu'on espère que avoir des découvertes un peu du même genre avec James Webb. Il reste quelques questions, mais je pense que ce que je vais faire, je vais officiellement comme terminer le webinaire. Donc, ceux qui doivent partir, là, merci beaucoup d'être à rester avec nous jusqu'à la fin. Puis après ça, Nathalie, là, si tu veux regarder des petites questions en rafale là, pour ceux qui sont là. Oui. Mais je tiens à remercier énormément Nathalie d'avoir pris le temps. On va peut-être juste arrêter ton partage d'écran. Oh, parfait. Et comme ça pour l'enregistrement. Donc, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir pris le temps de venir partager ça. J'espère que tous les participants, là, les enseignants et animateurs, ça va vous donner des outils là, pour en parler avec vos élèves. C'est tellement passionnant. Pour moi, le télescope lui-même, c'est une merveille de l'ingéniosité humaine et ça va nous amener, tout le côté ingénierie est fascinant, puis ça va nous amener des découvertes incroyables. Donc, c'était le fun, je trouve, d'en parler un peu, de voir ce qu'on est capable de faire quand tout le monde travaille ensemble aussi, cette belle collaboration-là internationale. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Et merci pour l'invitation. Merci à tous les participants.